Hello, c'est Charles Brumeau, diététicien. Bienvenue à Dans la Poire, le podcast pour mieux manger. Alors ça sera un épisode très nutritionnellement correct, mais je suis sûr que vous trouverez des conseils utiles pour prendre soin de votre santé. Alors, quand on pense équilibré, on pense aliments bruts, vrais, reconnaissables que l'on cuisine. On pense marché, producteurs locaux, parfois bio, mais on n'évoque pas directement le supermarché. Et pour certains d'entre nous, et pour plein de raisons, eh bien, faire ses courses en hyper ou en supermarché, c'est comme ça que ça se passe. Alors, comment concilier équilibre alimentaire et produits de supermarché ? Est-ce que c'est possible déjà ? Bon, j'ai mon petit avis sur la question, bien sûr, mais pour répondre à cette question, j'ai préféré faire appel à une collègue diététicienne. Top, je commande des études de médecine à Angers, je passe donc mon BTS diététique et enfile mon costume de Wonder Diet pour enlever ma mère des griffes des régimes hypocaloriques. Je bosse dans un magasin bio à Nantes, puis deviens micro-nutritionniste avant d'intégrer les éditions Thierry Soucard, auteur de nombreux ouvrages dont La meilleure façon de manger, Le régime IG ou Le régime Nash. En bonne sartoise, j'étale mes tartines de pain avec des rillettes du Mans tout en décryptant les étiquettes pour le magazine de la santé sur France 5 depuis 2015. Je suis... Angélique Houlbert, yeah. Salut Angélique. Bonjour. Bonjour. Super ce petit portrait, ouais. Je suis ravi de t'inviter sur le podcast. On a pas mal de boulot pour cet épisode puisqu'on va parler du bon choix au supermarché. Le bon choix au supermarché, c'est un bouquin qui vient de paraître aux éditions Thierry Soucard et dont tu as assuré la direction et qui nous aide à faire des choix plus adaptés en contexte de supermarché. Mais avant tout, Angélique, première question rituelle pour tous les invités du podcast. Quelle mangeuse es-tu ? Alors, je suis plutôt une mangeuse bio. On va dire, elle est à 90%. Mon alimentation est bio. Je vais dans les magasins spécifiques. Mais c'est vrai que évidemment pour mes chroniques au magazine de la santé, il a fallu aussi que j'aille dans les supermarchés. Donc voilà, j'essaie aussi de voir un petit peu, d'être au plus proche de ce qui existe dans les produits qui ne sont pas bio. Donc du coup, tu dirais plutôt mangeuse bio, la plupart du temps non transformée. Alors c'est ça. C'est oui, la règle d'Anthony Fardet, c'est-à-dire les 3 V. Les 3 V. Ouais, c'est ça. Manger vrai, donc le moins possible d'aliments ultra transformés. Manger aussi varié. Donc bio, local, et puis bien sûr les 3e V, c'est végétal. J'essaie d'avoir une alimentation. Végétal. Ouais, c'est ça. La moitié des assiettes. De toute façon, j'ai pas un seul repas sans végétaux. Ça c'est généralement pas possible. Alors on va parler un petit peu de ce livre qui est plutôt un petit format qui tient dans un sac à main ou dans un sac de sport. Il en est à sa 5e édition depuis 2009. Je dois admettre qu'il est plutôt bien fichu et efficace. Je vous lis un extrait de la 4e de couve. Au supermarché, 7 aliments sur 10 sont ultra transformés, donc risqués pour votre santé. Problème, ni les applis ni le Nutri-Score ne savent les détecter. Ça, on en parlera après. Ce guide vous dit pour la première fois comment les éviter et choisir à la place de vrais aliments sains, peu transformés. Plus besoin de scanner quoi que ce soit. Vous découvrirez les 5 règles infaillibles pour reconnaître un aliment ultra transformé. En un coup d'œil, vous visualiserez les tops et les flops de 77 catégories de produits phares. Vous saurez décrypter les étiquettes, déjouer les pièges du marketing et les ruses des fabricants. Bon, ça donne envie. C'est fait pour, c'est une 4e de couve, bien vu. Angélique, quelle est la raison d'être de ce livre, Le bon choix au supermarché ? Alors ce bouquin, il est né entre guillemets avant les applications, les fameuses applications que vous avez quasiment tous sur votre téléphone. Ouais. C'est une réelle demande des consommateurs dans n'importe quel rayon. On est un peu perdu, on se dit mais alors quel est le produit qui va être le mieux pour ma santé, la santé des enfants. C'était même avant le Nutri-Score, donc ça on va en reparler justement de ce Nutri-Score. Donc réellement c'était de se dire les industriels ne font pas, parce que l'objectif est pas de bombarder non plus les industriels en disant ils font que des produits qui ne sont pas corrects, et c'était vraiment de voir que dans un rayon, que de la merde, moi ça me... Oui, non, mais je vais pas oser. Et donc vraiment voir que dans un rayon, justement, on a des produits qui ne sont pas ultra transformés et qui sont compatibles avec une alimentation quotidienne. Donc ça, c'est vraiment la raison d'être. Déjà pour rappeler, que tous les produits qu'on trouve au supermarché
supermarché sont pas forcément des produits industriels et ultra transformés. Hein. Voilà, ce sont des produits donc effectivement industriels fabriqués par des industries plus ou moins grosses, on va dire. Effectivement, c'est des petites PME jusqu'à des gros groupes, mais c'est vrai qu'on peut trouver. Moi, je suis je suis très positive et je pense qu'on peut améliorer justement l'offre dans les supermarchés, justement en aidant les industriels, en leur disant, mais écoutez, là, on va essayer de voilà, on peut mieux faire. Il y a des produits qui existent, donc faites un peu mieux, quoi. Donc voilà, c'était un peu Ok. l'objectif, quoi. Ah, donc je dirais, il y a un double objectif, c'est essayer d'informer vraiment le grand public à faire des choix peut-être un peu plus adaptés pour des mêmes catégories de produits, et aussi faire bouger les lignes au niveau de la production de ce type de produits, au niveau de l'industrie agroalimentaire, c'est Ouais, ça? exactement. Et c'est vrai qu'on a vu, il y a des choses vraiment positives. On sait que par exemple ceux qui font de la soupe, je vais pas citer de marque, Non. mais ils ont pris conscience que justement c'était trop salé. Ils en ont fait d'ailleurs des pubs. C'est tellement salé qu'on pourrait déneiger avec. J'adorais cette pub. Et donc ils nous disent bah oui, on a pris conscience, on a pris connaissance de vos remarques et on a baissé la teneur en sel de nos soupes. On a aussi certains additifs qui ont disparu. Donc c'est un travail quotidien, mais je trouve que c'est aussi intéressant. Donc effectivement pour nous en tant que consommateurs, mais aussi pour les industriels, pour que justement prennent conscience que qu'il y a certains ingrédients qui n'ont absolument rien à faire dans leur composition, quoi. Hum. Alors la première édition date de 2009, je crois. Est-ce que tu as vu déjà des évolutions de l'industrie agroalimentaire depuis ces 12 ans? Certaines marques, oui. Franchement, certaines Ouais. marques françaises ont vraiment fait attention alors notamment sur deux points en termes de composition, donc dans la liste des ingrédients, mais aussi justement dans les teneurs notamment en sucre, notamment en sel. Donc oui. Par contre, il y a des groupes qui font absolument pas gaffe. Clairement. Hum. On a encore de très mauvais élèves qui ne sont absolument pas alors pour eux je pense c'est juste une question de prix, le produit c'est un prix, le produit c'est pas un aliment qui peut être compatible avec votre santé. Donc ça faut bien garder ça en tête, qu'on peut vraiment pas tout amalgamer et qu'il y a certaines marques qui ont vraiment fait des efforts pendant que d'autres ont absolument rien fait, quoi. Donc Hum. ne vous fiez pas forcément à des grandes marques, c'est pas eux qui Ouais, avec c'est plein ce de que j'allais marketing, dire. C'est ouais. écrit un petit peu. Ouais, il y a souvent des produits qui sont industriels, mais faits quand même par des TPE, des PME notamment françaises, et qui ont quand même des process industriels. Et à côté, il y a aussi certains grands groupes, certaines des multi-transnationales qui se fichent un petit peu de ça et pour lesquelles nous sommes un peu des parts d'estomac, des C'est parts ça. du marché. Oui. Ok. D'accord. Pour le livre, du coup, si on rentre un tout petit peu dans les coulisses, moi je sais que j'ai des auditeurs, des auditrices un tout petit peu curieuses. Comment ça se passe concrètement pour faire une double page avec 10 produits? Alors voilà, on sait que le livre il est organisé en différents rayons. Il y a fruits et légumes frais, snacking, pâtes, crème fraîche, poissonnerie, produits laitiers, épicerie salée, sucrée, rayon diététique. Super que vous passiez au rayon au rayon vert, tout le rayon diététique, parce qu'il y a aussi beaucoup à dire. Boulangerie, boissons, surgelés. Comment on fait pour faire une double page avec ces 10 produits-là? Alors, l'objectif était évidemment pas de répertorier tous les produits, C'est Ok. c'est de Il y en a quand rendre même plus de 1000, hein. oui, non mais voilà, c'est ça. Mais c'était pas enfin évidemment qu'on pouvait pas faire une bible de tous les C'est pas un produits qui catalogue. existent. C'était plutôt rendre autonome le consommateur. C'est-à-dire que alors on s'est déjà basé euh, sur moi mes chroniques que j'avais fait. Donc sur beaucoup au magazine de la santé, donc où j'avais déjà décrypté beaucoup d'étiquettes. On s'est basé aussi sur, la base de données SIGA. SIGA, c'est une application qui vraiment regarde pas le Nutri-Score, mais plutôt la liste des ingrédients. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a dedans et est-ce que justement c'est un aliment ultra transformé ou pas. Donc voilà, on s'est basé un peu là-dessus. Et puis on est allé voir en magasin ce qui pouvait exister. On a généralement pris des grandes marques pour que tout le monde s'y retrouve un peu. Évidemment, pas trop de marques de distributeurs, mais voilà, l'idée c'était comment on a fait. On a regardé en priorité la liste des ingrédients.
Et c'est de toute façon ce que vous devez faire en priorité quand vous devez choisir un produit. Parce que même si vous allez dans n'importe quel supermarché, n'importe quel groupe, vous me regardez le produit et on regarde la liste des ingrédients. Et là, c'est ça qui a déterminé si on mettait ce produit en colonne oui ou en colonne non. Voilà, c'est un peu ça. Et on a essayé de choisir les meilleurs produits, les meilleurs ce qui était pour nous le plus intéressant, donc en termes de composition et après en termes de teneur en sucre, de teneur en sel, par exemple. Voilà, ça mais c'était vraiment la deuxième. La priorité, c'était la liste des ingrédients. Ok, donc concrètement, pour faire ce livre, quand vous êtes à l'étape du doc Word, où voilà, vous n'êtes pas encore à la maquette et tout, du coup, vous dans la catégorie, je sais pas moi, céréales du petit déjeuner, en fait, vous prenez 10 produits. Comment vous sélectionnez les produits? Alors au début, on n'en a pas 10. Au début, on en a une cinquantaine, une soixantaine, voilà. Et on va essayer justement de voir dans les grandes marques les produits qui ont le moins d'ingrédients typiques de l'ultra transformation. On va enlever donc tous les amidons modifiés, on va enlever évidemment tous ceux qui ont le plus d'additifs, quels qu'ils soient, des conservateurs, etc. Donc tout ça passe en fin de liste. Donc on va vraiment privilégier des ingrédients qu'on a dans nos placards. Et ça, c'est important. Donc, on regarde la liste des ingrédients. Si on a uniquement des ingrédients qu'on a dans placard et réfrigérateur, ok, ça sera dans le oui. Et sinon, si on voit des arômes, tous ces marqueurs fiables d'ultra transformation, déjà ça passe en catégorie non, quoi. Donc voilà comment on a essayé voilà nos critères principaux pour pouvoir juger ou non des produits qui étaient acceptables. Et après, on a affiné avec le tableau nutritionnel en choisissant justement dans des céréales ou dans les biscuits ceux qui étaient les moins sucrés, ceux qui étaient les moins salés aussi, parce que dans les biscuits, on a une bonne tournée, parfois une bonne louchée de sel. Et vous vous réunissez, genre il y a un petit, je sais pas, une sorte de comité ou truc de rédac ou non, on a visio, des diététiciennes. Ouais, ah oui, en visio, ça on en a fait. Et puis on a surtout des personnes, des diététiciennes qui ont bien dégrossi le problème, voilà. Et puis voilà, moi je suis arrivée après pour affiner tout ça. Donc et puis surtout pour mettre ce qu'on disait, parce qu'ok, on a mis 5 produits oui, 5 produits non, mais aussi les petites techniques. Voilà, vous trouvez dans le rayon, qu'est-ce que justement comment on s'en sort, voilà. Qu'est-ce que vous devez traquer, qu'est-ce que au contraire vous devez choisir, parce que c'est les 5 produits que vous avez par exemple en oui, vous les avez peut-être pas dans vos petits je sais pas, parce que là on parle des supermarchés, mais il y a aussi des petites surfaces, des petites supérettes, et on n'a pas forcément ces produits-là. Donc quand vous êtes dans votre petite supérette, comment vous faites? Voilà. C'est quoi les bons réflexes? Ok, super. Voilà, c'est quoi les bons réflexes dans ce rayon en particulier, quoi. Ouais, et puis dans chaque rayon justement, il y a aussi une partie le bon choix où le livre il donne des conseils, ce qu'on pourrait appeler en diététique, même si ça commence peut-être à dater, la connaissance des aliments. Ça me fait penser à ça, certaines matières de BTS diététique. Ouais. Ce qui est plutôt chouette, c'est vraiment un boulot d'éducation nutritionnelle pour le grand public. Par exemple, on parle en détail un peu plus le cracking, qui est le procédé industriel qui consiste à fractionner les aliments bruts. Ça peut être du lait, ça peut être des fruits, ça peut être le céréal, en une dizaine d'ingrédients pour ensuite composer d'autres aliments, ce qui permet d'avoir, à partir du blé par exemple, 13 aliments différents, dont le gluten, le sirop de glucose, les maltodextrines, les colorants, les caramels, etc. Donc ça c'est un vrai boulot de sensibilisation aussi. C'est pas seulement un livre avec des best-of, des tops et des flops, quoi. Il y a aussi du biscuit, comme on dit, de l'info en journalisme. Ça, c'était vraiment important pour nous d'expliquer ce qu'est le cracking, parce que les industriels adorent ça. Ils vont pas utiliser, oui, comme vous disiez, de la farine ou du lait, par exemple. C'est plus du lait. Vous, dans votre réfrigérateur, vous avez par exemple du lait. Là, ils utilisent du lactosérum, des protéines de lait. Voilà, ils vont craquer certains aliments. Amidons modifiés, tout ça. Voilà, et ils vont justement vous mettre ça. Alors pour que ça ait plus de texture, pour que ça
pour que ça ait parfois alors plus d'odeur, enfin question de consistance, voilà. Le problème, c'est que il y en a pas qu'un généralement ingrédient issu du cracking, mais que dans certaines compositions, on peut en avoir 5, 6, 7 quoi, issus de soit du blé, soit des laitages. Et ça, franchement, c'est problématique parce qu'on n'est plus du tout sur des vrais ingrédients. Hein, on n'est plus sur des vrais aliments. On est sur de l'ingrédient, on est vraiment quasiment sur de la chimie, hein, plutôt que sur de l'alimentaire, quoi. Comment tu reconnais un aliment ultra transformé? Qu'est-ce qui voilà, s'il y a 3-4 trucs à avoir en tête, je sais que j'avais interviewé Anthony Fardet à ce propos-là, mais ouais. Ouais, alors justement c'est ça, c'est des listes d'ingrédients à rallonge. Hein. Là, on va dire que plus on a des ingrédients et généralement moins c'est bon. Hein. Pour la santé, par exemple. Ça peut être assez catastrophique. Voilà, moins c'est bon pour la santé. Ah bah ça peut être très bon au goût, hein, c'est sûr. Hein, parce qu'à grand coup d'arômes artificiels, c'est sûr que bon, voilà, on se dit waouh, c'est top. Voilà, donc on va déjà regarder la liste d'ingrédients. Et comme on disait tout à l'heure, il faut que ce soit des ingrédients qui soient dans des aliments qui soient dans votre cuisine, que vous retrouviez dans les placards, du beurre, du lait, enfin voilà, des végétaux, de vrais aliments. Trucs qu'on reconnaît quoi à la vue, c'est ça? Oui, c'est ça, pas quelque chose avec un nom un peu obscur où on se dit mais qu'est-ce que c'est que ça, les monoédiglycérides d'acide gras, qu'est-ce que c'est, hein, dans les margarines par exemple, ils adorent ça. Donc faites attention parce que souvent on me dit oui, bah il faut juste que je repère s'il n'y a pas de E, etc. Non, ouais. Le E, etc. Ils l'écrivent de moins en moins. Et ils vont plutôt. C'est 2010, on a envie de dire. Ouais. Et plutôt ils vont vous mettre le nom, le vrai nom, hein, pour que ça se voit plus. C'est E, parce que c'est vrai qu'avant on avait parfois des compositions avec plein de E avec 3 chiffres derrière. Là non, hein, du coup on n'a plus ça, mais on a les noms qui sont pas forcément mieux. Donc si vous comprenez pas, ils sont explicités dans le livre ces noms du coup un petit peu. Alors, pas tous, hein, parce que pas tous. Non, voilà, pas tous, mais on vous les met bien dans chaque rayon. Ouais. Hein, voilà, on traque les et on vous met le nom, derrière. Voilà, ça c'est intéressant. Et puis surtout, méfiez-vous parce que plus il y a de marketing, genre là, vous parlez de céréales. Alors il faut aussi faire attention à l'ajout de vitamines et de minéraux, notamment dans les céréales, hein, du petit déjeuner. Ça c'est signe que de toute façon l'aliment est ultra transformé parce que ça franchement. Normalement, quand on utilise des céréales complètes, il n'y a pas besoin de rajouter des vitamines du groupe B, par exemple. Hein. Donc voilà, méfiez-vous. Ça, vous devez vous méfier de ça. Vous devez aussi vous méfier à certaines allégations riches en, allégées en. Donc ça aussi, vous pouvez être quasiment sûr que c'est un produit ultra transformé. Alors c'est valable sur certains produits, notamment voilà sur la compote. Mais bon, sur la compote, on est à la limite. Compote allégée en sucre, voilà, c'est. Voilà. Alors il vaut mieux l'allégé en sucre est toujours sucré, donc il vaut mieux du sans sucre ajouté. Mais bon, quand on parle de compote, ouais, et que les compotes elles sont en gourde. Pour les enfants, elles sont ultra mixées. Il y a plein de déchets, clairement. Voilà, donc faites attention à ces allégations. C'est parfois aussi un peu trompeur. Ouais, je reviens aux céréales du petit déjeuner et tout parce qu'il y a pas mal de parents qui nous écoutent et tout et justement ils se disent ouais quand même justement il y a des vitamines trucs enrichis en tel minéraux, un peu écrit en vert ou en gros. Ils disent ouais voilà au moins il y a un peu ce qu'il faut quoi. Ah putain, c'est super. Ouais. Alors ce sont des grands maîtres. Je vais pas citer de marque non plus, hein, mais les céréales du petit déjeuner estampillées parce que le CSA n'est pas présent sur les podcasts. Mais toutes les céréales, toutes les marques sont citées dans le livre de toute façon, donc vous pouvez vous référer au rayon susmentionné. C'est ça. Mais clairement, les céréales donc estampillées pour enfants. Elles sont généralement toutes à laisser en rayon pour même si, comme vous le disiez, il y a marqué en gros céréales complètes, il y a marqué en gros ajout de vitamines, minéraux,
il y a marqué en gros aussi Nutri-Score B, parce que parfois c'est ça. Et donc quand on scanne aussi ces fameuses céréales pour le petit-déj, mais qu'est-ce qu'on voit? On voit que c'est super bien noté sur certaines applications. Donc là, les parents sont rassurés. Or, Il y a du vert. Ouais, il y a du vert, il y a du B. ouais, voilà, c'est impeccable. Sauf que ça ne prend pas en compte les procédés de fabrication et de transformation. Et ça, c'est extrêmement important parce que les céréales du petit déjeuner là, comme ça, elles ont un index glycémique très élevé, donc ça perturbe la glycémie et alors l'enfant, dans le sang. Ouais. Voilà, ça augmente le taux de glucose dans le sang. L'organisme peut pas rester comme ça, donc le pancréas va fabriquer de l'insuline et donc du coup l'enfant va se retrouver en pleine hypoglycémie réactionnelle en plein milieu de la matinée, le coup de barre, je suis plus attentif, j'en ai marre, je suis fatigué, je bâille, il va avoir faim, bon bref c'est un peu donc c'est la cata, parce que c'est il y a tout bon. Oh, regarde le paquet, on se dit génial. On pense bien faire quoi. Voilà. Quelque part. Ben oui, c'est ça. On pense bien faire. Or, c'est vraiment le summum des aliments ultra transformés. Et en plus, les Nutri-Score étaient pas terribles chez certaines grandes marques, et donc ils se sont dit alors pour justement passer du C au B, on va diminuer un petit peu la teneur en sucre, un petit peu. On va mettre du blé complet, donc on va augmenter un petit peu la teneur en fibres, sauf que c'est infime, c'est rien du tout, et de toute façon, ça reste un aliment qui se digère super vite et qui tiendra surtout pas au corps et qui pourra être source de surpoids si on consomme ça tous les jours et si globalement tous les aliments sont comme ça ultra transformés. On va faire juste un tout petit peu de pédagogie pendant quelques minutes. Comment tu pourrais définir le thème industrie agroalimentaire? Parce que c'est vrai que c'est un truc qu'on voit très souvent dans les médias, dans les magazines et tout, mais ça recouvre quoi? C'est quoi l'industrie agroalimentaire? Ouais, c'est pas un gros mot. Ouais. Comme on disait tout à l'heure, une industrie, de toute façon, voilà, ça peut être. C'est pas toujours le fricatel là qu'on a vu dans le film de Louis de Funès. Non, voilà. En fait, l'agroalimentaire, c'est essayer de l'objectif était bon, c'est-à-dire que l'objectif premier était pas mal, c'est-à-dire on disait les femmes, les hommes travaillent de plus en plus, on a de moins en moins de temps à consacrer à la préparation de nos repas. C'était pour nous enlever un petit peu de cette charge, ouais. Ouais, nous enlever cette charge journalière à la préparation des repas. Censé être facilitateur de vie. Ouais. Mais oui, c'était une bonne idée à la base. Moi, je trouve que c'est vrai que on a par exemple des poêlées de légumes qui peuvent surgelés, qui peuvent être totalement compatibles avec qui ne sont pas aromatisés, on est bien d'accord, mais les légumes sont déjà préparés, ils sont déjà prédécoupés, on n'a plus qu'à faire revenir ça dans un petit peu d'huile d'olive. Gain de temps énorme quand on a un enfant mais vraiment faire la bouffe tous les jours. Ouais. Mais carrément. Donc l'industrie agroalimentaire pour moi c'est pas un gros mot, et ils peuvent aussi vraiment nous faciliter le quotidien, et on a je te dis certaines grandes marques qui sont vraiment top là-dessus, et donc voilà, ça peut être bien. Bon, par contre il y a des grosses dérives, et les grosses dérives c'est un peu ça, c'est que on n'est plus sur de vrais aliments comme on disait là sur la petite poêlée de légumes, mais on est sur des faux aliments qui ont c'est-à-dire qu'on a pris certes on a pris des aliments, mais on les a complètement déstructurés, et il y a plus cet effet matrice, on les a voilà. Ouais. Et c'est parfois plus, comme on disait tout à l'heure, un ramassis de chimie plutôt que plutôt que ma petite poêlée de légumes qui m'a facilité quand même, parce que bon voilà. Un peu maquillés comme une voiture volée, ils ont une belle gueule, ils sentent bon la saveur douce, ou en tout cas le sucre souvent, ou le sel, ou le gras, tout ce qui flatte le palais. Et puis c'est vrai que dans l'arrière-boutique, c'est pas le grand looping. Ok, merci pour cette petite exercice de pédagogie. Alors AUT, on a vu, ce sont les aliments ultra transformés. Les MUT, les MUT, j'ai vu dans le livre, c'est les marqueurs de l'ultra-transformation, c'est ça? Oui, alors ça c'est SIGA qui utilise ça, les marqueurs de l'ultra-transformation, on disait ça tout à l'heure, nous on appelait ça des ACE, des agents cosmétiques et économiques. Voilà, ils sont fabriqués vraiment de pure souche par les industriels, et c'est tout le maquillage quoi en fait, non? C'est ça? Ouais, c'est tout le maquillage, c'est tout ce qui rend ça. Exhausteur de goût. Ouais.
Colorant, voilà, c'est un peu plus de couleur, ça donne un peu plus de saveur, ça donne un peu plus de texture, ouais, ça craque, ça croque, ça reste, voilà. Ou alors au contraire, c'est plus moelleux parce que c'est ce qu'ils recherchent. Donc tout ça, c'est vraiment pour vous attirer, voilà, l'œil, attiser les papilles, mais qui n'a absolument rien à faire voilà, enfin dans l'alimentation, et puis vraiment qui peut vraiment torpiller votre santé, quoi, sur le long terme, hein. Parce qu'il y a des ingrédients qui sont extrêmement des additifs qui sont extrêmement allergisants. On a aussi des additifs qui augmentent la perméabilité intestinale. Donc voilà, c'est pas non plus. Et puis tous ces arômes artificiels qui perturbent totalement les goûts. Et puis vous vous dites mais voilà, mon enfant, voilà, il a commencé un paquet enfin, que ce soit des céréales, que ce soit des gâteaux, des biscuits apéritifs, il a tout fini. Ben oui, il a tout terminé parce que justement ces petits arômes artificiels, oui, ils vous font finir un paquet. Généralement, c'est pas sur des légumes, quoi. Ah oui, il y a de la recherche. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de recherche, marketing. Là, ça me fait penser au point de félicité, là, le Bliss Point, qui est, je sais plus, c'est Howard, je sais plus comment il s'appelle, mais qui avait mis ses compétences de marketing et tout ça au service de l'industrie du goût, on va dire, pour être sympa. Pour découvrir ce fameux Bliss Point, le truc, le point de félicité du palais qui flatte vraiment le palais, pour qu'on ait juste envie de consommer l'aliment et juste un tout petit peu envie d'y revenir quand même, qu'on ait ce fameux goût de reviens-y, légèrement sucré, un peu gras, juste la petite pointe de sel qui donne voilà, le petit truc en persistance en bouche qui dit tiens, j'en reprendrais bien un autre, puis un autre, puis un autre, puis un autre, puis un autre. Et c'est vrai qu'on a ça aussi avec les enfants, avec les ados et bien sûr avec les adultes. Ce sont des aliments qui sont plutôt faits pour ça. Alors les aliments ultra transformés, pourquoi on devrait les éviter après tout ? C'est quoi le problème puisqu'ils sont en vente libre ? Pas vraiment de grosses réglementations, on les trouve partout dans toutes les supermarchés, les hypermarchés. Voilà, hein. Pourquoi on doit les éviter après tout s'ils sont partout ? Ouais, ces aliments ultra transformés, malheureusement, pour la plupart du temps, ils ne tiennent pas au corps, hein. Donc clairement, on va généralement de toute façon en manger un peu plus, hein, comme on disait, hein, qu'il ne faut. Comme on a totalement déstructuré, hein, cette matrice, ça se digère super vite. Donc ça ne cale pas. 1 heure ou 2 heures après, on a faim et on recommence. Donc, on sait que plus on consomme d'aliments ultra transformés et plus on risque d'avoir des pathologies en lien avec le surpoids, l'obésité, et donc tout ce qui va avec, résistance à l'insuline, donc diabète de type 2. Évidemment, quand on consomme des aliments qui augmentent chroniquement la glycémie, on va avoir des problèmes au niveau des artères, hein, ça va caramélisé, c'est ce phénomène de glycation au niveau des artères, voilà, donc au niveau cardiovasculaire, c'est pas génial. Et puis tout ce qui va avec aussi, le foie par exemple, donc d'apporter des aliments comme ça qui perturbent aussi cette glycémie. On a des pathologies, notamment la NASH, donc la stéatose hépatique non alcoolique, voilà, qui peut aussi être une conséquence sur le long terme. Mais on est vraiment sur du long terme. C'est sûr que c'est pas grave de consommer un aliment ultra transformé une fois de temps en temps. Voilà, clairement, enfin voilà. Je te taquine, ça veut dire quoi de temps en temps ? Alors, on peut de temps en temps, ça dépend ce que c'est, parce que le de temps en temps, ça peut être de tous les jours, mais différent. C'est-à-dire le matin, on va en prendre un, le midi, le soir, au goûter. Hein. Donc, quand on essaie de se dire, mon alimentation, il faut qu'elle soit basée sur des aliments, comme on disait tout à l'heure, vrais, variés, du végétal. Majorité. Voilà, en grande majorité. Et ok, on peut s'octroyer justement, allez tiens, prends un paquet de bonbons même. Voilà, on peut aussi se faire plaisir avec certains petits bonbons, certains ok, faut pas donner aux gens une fois par semaine ou une fois tous les 2 jours. Je crois que c'est fréquence fixe. Non, pas de fréquence. Il faut que ça réponde à, je sais pas, c'est l'anniversaire du petit, c'est il y a une soirée foot. Enfin voilà, une soirée. Des soirées des confinements, les matchs. Voilà, ok, allez, on se fait plaisir. Et puis l'idée c'est que à la maison, quand on est
à préparer ces repas pour nous, pour toute la famille, c'est qu'il y ait justement un max d'aliments vrais. Hein. Ça, c'est important. J'ai bien compris. C'est partie de tes valeurs, ce qui est important et précieux pour toi. Ça tombe bien que t'en parles parce que moi je regarde la 4e de couve et je vois il faut fuir les yaourts aux fruits. Bio ne signifie pas toujours sain. D'ailleurs, on reparlera dans quelques minutes. Le Nutri-Score n'est pas une garantie de qualité. Ça aussi, on va y venir. 90% des céréales du petit-déj sont à éviter. Moi, je vois ça, quand je vois ça, je me dis, putain, mais bonjour l'angoisse, quoi. En tout cas, ça pourrait être anxiogène, pour plus d'un parent qui essaie de faire les bons choix et dit, putain, ma merde, il faut fuir les yaourts aux fruits, 90% des céréales du petit-déj sont à éviter, truc. Moi, je prends du bio, je vois du Nutri-Score A et B et tout, faut fuir tout ça, mais bonjour l'angoisse. Eh ben non, justement. Voilà, on est vraiment, il y a un climat quand même assez anxiogène depuis quelques années, hein. Voilà, c'est pas seulement, c'est pas, enfin, voilà, depuis quelques années, le climat est très anxiogène sur la nourriture, sur l'alimentation. Mangez plus de ci, mangez plus de ça, faites ci, faites ça. Non, hein, je crois que voilà, l'objectif est vraiment de revenir à une alimentation brute déjà, et de se dire, bon, là, on a parlé des céréales du petit déjeuner, mais une fois que vous avez choisi vos céréales, que ce soit pour vous ou pour vos enfants, c'est fait, c'est bon. Je veux dire, on n'y revient plus. Hein. C'est un peu ça. Mais pareil pour les yaourts. Bon, mes enfants ou moi, je ne mange que des yaourts aux fruits. Bon, allez, il vaut mieux effectivement des yaourts nature dans lesquels on rajoute nos propres fruits, mais si on souhaite justement consommer des yaourts aux fruits, c'est possible aussi. Et une fois qu'on les a choisis, c'est bon, impeccable. Donc en fait, il faut pas se dire oh là là, mais jamais je vais m'en sortir, comment je vais faire. Faut y aller progressivement, faut se dire parce qu'on peut pas tout remanier non plus. C'est-à-dire on peut pas être sur tous les fronts tout le temps, on peut choisir un petit peu ses combats aussi entre guillemets et puis faire des ajustements, rester en chemin, rester en mouvement et pas être tout de suite dans il faut tout que je change, il faut tout que soit mieux. Ouais, non, et puis ça c'est voué à l'échec. Ouais, ça c'est voué à l'échec et il faut se dire par contre tous les aliments que je mange tous les jours. C'est quoi? Moi ou ma famille, qu'est-ce que je mets sur la table tous les jours? Et c'est ça qu'il faut modifier. La poudre chocolatée du matin. Justement, on parlait des céréales, mais aussi même le pain, juste le pain, c'est tout. Ça fait partie pour moi aussi d'une priorité. On vous a fait vraiment on vous a mis plein de pains qui étaient en supermarché, qui ont souvent des compositions bien meilleures que celles que vous avez chez certains boulangers. Hein, donc voilà, qu'est-ce que j'utilise au quotidien et qu'est-ce que je dois changer en priorité. Après, c'est pas grave, ça viendra au fur et à mesure, mais il faut surtout pas que ça soit une source justement d'anxiété et de stress en se disant mais qu'est-ce qu'on va manger, on ne peut plus rien manger parce que souvent on l'entend ça. Mais non, au contraire, vraiment on peut l'objectif du livre était vraiment ça, de se dire que au supermarché, on peut trouver des bons produits et on peut vous éduquer justement à choisir les produits dans chaque rayon. Ok, donc celles et ceux qui lisent la 4e de couve, ne vous arrêtez pas à ça. C'est une 4e de couve qui est un peu punchy et tout, donc vous arrêtez pas. Il faut fuir ça. Ça signifie pas toujours sain. C'est pas une garantie et tout. Ouvrez ce livre parce que c'est justement le livre qui propose des choses qui est là en mode appétitif et engageant sur justement qu'est-ce qu'on peut manger. En fait, c'est un peu ça l'idée. Angélique, est-ce que tu fais tes courses toi au supermarché de temps en temps? Oui, quand même. Alors même si effectivement pas mal de mes courses, je les fais dans les magasins bio. Oui, bien sûr, c'est pas un grand supermarché, mais à côté de chez moi, oui, j'ai un petit, pas une supérette non plus, mais voilà, une moyenne surface, on va dire. Effectivement, ça m'arrive d'aller acheter du pain là-bas parce que justement la composition est bien. Alors c'est du pain bio, fait à base de levain et pas de levure, avec des céréales plus complètes. Mais ça c'est vraiment possible d'en trouver et la boulangerie est plus loin, donc du coup voilà, pour moi c'est plus simple. Et puis on trouve effectivement de bons produits qui sont faciles, qui sont parfois moins chers aussi. Hein, ça faut pas oublier ça. C'est-à-dire que parfois en magasin bio, on a des produits qui sont ultra chers. Clairement, là du coup si on T'en parles justement du bio dans ce livre, la page 56-57 et suivante. Ouais, le bio, il est pas toujours épargné
tout cas pour une partie du bio, de l'offre bio, notamment sur le truc qui n'est pas le bio qui n'est pas local, notamment sur les fruits et légumes qui sont pas forcément locaux, et sur le bio transformé industriel, on a vu qu'il y a quelques petites entourloupes. Oui, c'est aller faire ses courses dans un magasin bio n'est pas forcément un gage non plus de bonne santé. Si on choisit nos produits en vrac, nos fruits, nos légumes, nos yaourts nature, ok. Par contre, il y a plein de rayons qui justement peuvent être. Alors ok, on va pas avoir certains additifs parce que on a une liste d'additifs qui est vraiment très réduite en bio par rapport au conventionnel. Donc ok, on va pas avoir des boosters de goût. Ouais, voilà, effectivement, on a moins de pesticides, mais en termes de ce qu'il y a vraiment décrit sur une étiquette, voilà, on va pas, ok, on a je parlais des exhausteurs de goût ou certains arômes artificiels, on va pas les retrouver dans des produits bio, mais par contre, on peut retrouver un produit qui va être super salé ou super sucré, voire beaucoup plus que prévu. Et puis toujours avec des procédés de transformation qui peuvent être catastrophiques. Les céréales du petit déjeuner. Oui, celles-là, on est bien d'accord, on les retrouve aussi en magasin bio et c'est pas mieux. Donc ok, on a moins de pesticides, mais par contre là, ça va se digérer tout aussi rapidement. Donc attention, bio, que ce soit bio du supermarché ou bio dans les magasins bio, c'est pas forcément toujours un gage de qualité. Voilà, dans le bouquin, il y a écrit, il y a des petites entourloupes. Comme la matière première bio coûte plus cher, l'industriel est tenté d'en mettre moins. La matière première bio, tout ce qui est un peu noble quelque part. C'est le cas de certains jus de fruits bio coupés à l'eau, les nectars, ou des raviolis bio qui contiennent moins de viande que les autres en proportion. Ouais, c'est ça. Alors ça fait partie des petits, effectivement, des petits exemples tout simples. Ça coûte cher, ça coûte cher le bio, donc les ingrédients bio. Donc l'objectif c'est vraiment de manger moins, mais de manger mieux. Donc ok, on va choisir des aliments qui peut-être qui sont un petit peu plus issus de l'agriculture biologique, mais comme on disait tout à l'heure, pas qui proviennent de l'autre bout de la planète. Ça c'est un non-sens. Et puis faire en sorte aussi que les listes d'ingrédients soient aussi courtes. Et puis parfois aussi l'industriel va utiliser comme dans les raviolis par exemple, ça coûte cher la viande bio, donc nettement moins, donc vous allez avoir beaucoup plus de pâtes et beaucoup moins d'ingrédients intéressants pour la santé. Bon, je vous propose de faire une pause, un temps calme dans cet épisode qui est déjà bien dense. La suite, ça se passera dans 2 semaines. Mais en attendant, je vous mets une petite surprise poétique en fin d'épisode. Une fois n'est pas coutume, je vais vous partager un texte de Pablo Casals, qui fut un violoncelliste, chef d'orchestre et compositeur espagnol. Une personnalité également engagée contre les dictatures, en particulier celle de Franco en Espagne. Ce texte s'intitule « Tu es une merveille ». Chaque seconde que nous vivons est un moment nouveau et unique dans l'histoire de l'univers. Un moment qui ne reviendra plus jamais. Et qu'enseignons-nous à nos enfants ? Nous leur enseignons que 2 et 2 font 4 et que Paris est la capitale de la France. Quand leur enseignerons-nous aussi à savoir qui ils sont ? Nous devrions dire à chaque enfant : tu sais qui tu es ? Tu es une merveille. Tu es unique. Depuis le début des temps, il n'y a jamais eu un autre enfant comme toi. Tes bras, tes jambes, l'agilité de tes doigts, ta façon de marcher. Tu pourrais être un Shakespeare, un Michel-Ange, un Beethoven. Tu es capable de réussir en tout. Oui, tu es une merveille. Et quand tu seras grand, oserais-tu faire du mal à quelqu'un qui, comme toi, est une merveille ? Tu dois travailler. Nous devons tous travailler à rendre le monde digne de ses enfants. Voilà un texte court, assez émouvant, qui fait réfléchir sur les petites merveilles que nous sommes devenus et les petites merveilles en devenir que nous accompagnons sur le chemin de la vie. Voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à le noter sur Apple Podcast, me dire ce que vous en pensez et puis surtout, bien sûr, me dire comment vous faites le bon choix
le bon choix au supermarché? Qu'est-ce que c'est le bon choix pour vous? N'hésitez pas à me le dire sur le compte Instagram @CharlesBrumeau, sur YouTube @CharlesBrumeau ou bien sûr sur Apple Podcast en me laissant 5 étoiles et un petit commentaire, ça me fera super plaisir. Et moi je vous souhaite un bon appétit de vivre et à dans 2 semaines pour la suite de cet épisode palpitant. Si vous avez appris au moins une seule chose dans cet épisode, le meilleur moyen pour soutenir mon travail et m'aider à faire connaître Dans la poire, c'est de le partager.